avec l'article 13 et un amendement de suppression, le 26, mais qui n'est pas défendu. Amendement numéro 188. Oui, allez-y. Oui, Madame la Présidente, c'est un amendement de suppression. Cet amendement vise à réserver la possibilité d'occuper des emplois concernant les fonctions régaliennes telles que les fonctions d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou de radioprotection aux fonctionnaires. Il s'agit donc de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, puisque nous estimons que dans un domaine aussi sensible que celui de la sûreté nucléaire, les emplois relevant de la mission régalienne doivent être occupés par des fonctionnaires, ce qui nous semble quand même une garantie finalement qu'à la différence des salariés de droit privé, sont soumis à des droits et devoirs spécifiques telles que des obligations de ce professionnel, de discrétion professionnelle, de dignité, d'impartialité, de neutralité et de devoir de réserve et l'exigence de se consacrer entièrement à leurs fonctions. Voilà, une garantie supplémentaire. Je vous remercie. Votre avis? Merci Madame la Présidente. Alors on a déjà eu ce débat l'autre soir, on a eu exactement le même amendement sur un autre article. Simplement sur cet alinéa, donc peut-être rappeler, donc vous disiez c'est un amendement de suppression de l'alinéa 10, l'alinéa 10 qui a été introduit par le Sénat et sur lequel moi je ne compte pas revenir. Je pense qu'il y a un équilibre qui a été trouvé qui est intéressant et je rappelle comme je l'ai dit l'autre jour que le Conseil d'État a relevé dans son avis qu'aucune exigence constitutionnelle, je lis, n'impose que tous les emplois participant à l'exercice de fonctions régaliennes soient occupés par les fonctionnaires et que rien n'empêche de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale, comme c'est le cas notamment à l'Office national des forêts. Donc avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Rappelez que ça existe déjà. On a déjà aujourd'hui des salariés de droit privé qui sont mis à disposition au sein de l'ASN et qui sont inspecteurs ou inspectrices. Donc attention à ne pas mettre en danger des gens qui travaillent déjà et évidemment en respectant les obligations du Code général de la fonction publique et ce sera évidemment le cas à l'avenir. Donc vraiment demande de retrait là-dessus. Ou défavorable. Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 188 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec le vote de l'article 13. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Article 14, amendement numéro 27, qui n'est pas défendu. Amendement numéro 328. Monsieur Le Seul. Oui. Merci Madame la Présidente. Je ne serai pas très long. Nous avons eu à de nombreuses reprises cette discussion, mais nous souhaitons vraiment, et conformément d'ailleurs à ce qui avait été écrit par le vice-président Fugit, vice-président de l'OPEX, avant qu'il ne soit rapporteur de ce texte de loi, il serait utile d'ajouter le mot d'indépendance pour clarifier les choses dans l'ensemble des acronymes, si je puis dire, de cette nouvelle autorité. Je vous remercie. Votre avis sur le 328. Merci Madame la Présidente. Alors c'est vrai que c'est un débat que nous avons déjà eu, c'est quelque chose que nous avions suggéré dans le rapport OPEX, c'est clair, mais depuis, moi j'ai été tout simplement voir la liste des autorités administratives indépendantes, les AI, et j'ai découvert. Et j'avoue que je ne le savais pas en juillet l'année dernière, et je crois qu'à un moment donné, il faut avouer quand on ne sait pas quelque chose à un moment donné, eh bien, que je me suis découvert qu'aucune de ces AI ne comportait le mot indépendant. Donc je ne vois pas pourquoi on le rajouterait aujourd'hui, puisque ça aurait, presque à la limite, ça serait un peu suspect d'une certaine manière, vous voyez ce que je veux dire. Et donc je trouve que ça n'aurait pas de sens. Et comme je donnais l'autre jour des exemples d'autorités qui sont administratives et qui sont totalement indépendantes, je rappelle qu'il y a l'autorité de la concurrence, il y a la commission de régulation de l'énergie, et il y a aussi la fameuse HATVP que nous connaissons tous particulièrement bien. Donc voilà, c'est un avis défavorable, ce n'est pas la peine d'aller rajouter ce mot-là. Donc je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, je rappelle. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Ces arguments sont évidemment valables. J'en rajouterai un dernier qui est un argument un peu de séance, mais cet acronyme est déjà pris sur Internet et j'engage les responsables de la représentation permanente à ne pas aller sur Internet pour voir ce qu'est effectivement isnr.com, parce qu'on sera déçus et les salariés qui représenteront cette auguste institution aussi. Donc vraiment, je vous suggère de le retirer. Remercie, Monsieur Le Seul. Merci Madame la Présidente. Je suivrai le conseil du ministre. Je n'irai pas vérifier sur Internet. Et par contre, Monsieur le rapporteur, je suis un peu inquiet parce que
Effectivement, entre le moment où le rapport OPEX a été écrit, avec une sincérité sur cette indépendance et cette volonté d'indépendance que je ne dénie pas, je crains vraiment que de la même manière que vous avez découvert que le mot indépendant pouvait être redondant par rapport à une AI, que vous ne découvriez un peu plus tard que l'abandon de la dualité qui fait la sécurité de notre système de sûreté ne soit mise à mal par votre projet d'unification de l'ensemble des structures. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Juste ajouter une précision, monsieur Le Seul. Nous sommes tous les deux à l'OPEX, nous sommes tous les deux vice-présidents au titre de l'Assemblée nationale. Sincèrement, dans le texte de loi, nous avons prévu, vous l'avez vu par l'amendement que j'ai fait adopter la semaine dernière en commission, un suivi renforcé donc, de la mise en place de cette ASNR par l'OPEX. Donc vraiment, ce n'est pas le I qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qui va se passer donc, au sein de la ASNR. Donc je compte, compte tenu de votre investissement sur ce projet de loi et votre investissement au sein de l'OPEX et l'investissement de tous les membres de l'OPEX, il y a aussi M. Lenné qui est ici, ainsi que d'autres collègues, Mme Tienia. Donc je pense que nous sommes assez rigoureux et assez nombreux, tous ensemble de différents groupes, pour pouvoir suivre largement le fonctionnement de la ASNR. Et si vraiment il y avait un problème d'indépendance, d'une autorité administrative indépendante, je pense que nous serions nombreux à le dénoncer. Donc je pense qu'on peut être largement vigilant et enfin tranquille entre guillemets sur la vigilance que le Parlement apportera à cette autorité. Et je rajouterai qu'on a aussi du côté du Sénat le président de l'OPEX. Et donc, quelque part, j'ai l'impression que la SNR va être surveillée comme le lait sur le feu, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de soucis à avoir. Donc, encore une fois, un avis défavorable sur cet amendement. Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 328 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement numéro 292, monsieur Fugit. Oui, c'est un amendement de coordination juridique, Madame la Présidente. Je vous remercie. Votre avis favorable? Je vous remercie. Je mets donc au voie cet amendement 292 qui recueille un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Poursuivons avec une série d'amendements identiques. Amendement numéro 333. Allez-y. Merci. Monsieur Merci, Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à rétablir le texte initial de ce projet de loi qui prévoit la compétence de la Commission des affaires économiques pour donner son avis sur la nomination du futur président ou de la future présidente de l'autorité de sûreté nucléaire. Je rappelle l'état du droit aujourd'hui, c'est la Commission des affaires économiques qui est compétente pour donner un avis sur la nomination de la présidence de l'ASN et c'est la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire qui est compétente pour donner son avis sur la nomination du directeur général de l'IRSN. Si l'on s'en tient au texte, quand même, je crois, quelque chose qui nous tient tous à cœur ici, l'article 36 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que c'est la Commission des affaires économiques qui est compétente sur les thématiques énergétiques, industrielles, de recherche et d'innovation. Par ailleurs, rien dans le règlement ne prévoit que la Commission de développement durable et des affaires économiques serait compétente pour les affaires de prévention des risques qui pourraient être l'autre thématique, c'est pas écrit en tant que tel, l'autre thématique justifiant un rattachement. Nous sommes, il faut le reconnaître, face à une certaine nouveauté du fait qu'on ne peut pas avoir deux commissions qui seraient compétentes pour cet avis, mais je crois qu'il est important de respecter à la fois l'usage et la lettre de notre règlement. Je vous remercie. Je vous remercie. L'amendement 336 n'est pas défendu dans le cadre de ces amendements identiques. Donc, votre avis de la Commission, allez-y. Oui, j'ai beaucoup de demandes de parole, mais bien sûr. Merci, Madame la Présidente. Alors, il y a match, là, monsieur le rapporteur Armand. Bon, on l'a déjà évoqué l'autre jour en commission de développement durable. Moi, j'ai envie que nous restions aussi sages que l'a été le Sénat dans cette affaire. Et c'est le Sénat qui a souhaité donc, que ce soit la commission de développement durable, donc côté Sénat comme Assemblée nationale, parce que la prévention des risques technologiques, c'est justement donc, quelque chose qui relève, d'après le règlement, donc, de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. D'une part. D'autre part, chaque année au niveau du PLF, donc c'est bien la Commission de développement durable qui rend son avis donc, sur les subventions, donc les financements au niveau de l'IRSN et de l'ASN. C'est aussi la Commission de développement durable qui est donc aujourd'hui saisie quand il y a à discuter de la nomination d'un directeur général à l'IRSN. Et donc,
Je ferai aussi remarquer que sur cette question assez fondamentale, donc de faire ce rassemblement, cette transformation, cette réforme, c'est la Commission de développement durable qui a été saisie au fond. Je ne veux pas refaire le match, moi, on est bien d'accord. Donc j'émettrai un avis, vous l'avez bien compris, donc défavorable sur votre amendement. Et puis je crois qu'encore une fois, le plus important dans cette affaire, c'est de construire ensemble cette autorité de sûreté nucléaire, de radioprotection. Et finalement, nous sommes ici dans un collectif avec tous toutes et tous nos sensibilités, nos personnalités, avec aussi des groupes politiques qui ont des visions différentes, y compris de ce sujet. Je crois que le plus important, ça sera de construire, enfin de suivre la construction de cette autorité, sur laquelle on a des personnes dans cet hémicycle et des bancs qui sont opposées, d'autres qui sont peut-être sceptiques, d'autres qui sont particulièrement favorables. Donc le plus important, c'est pas ce matin de jouer un match entre deux commissions. Je pense que c'est simplement de se dire que d'un côté, les questions de production énergétique, elles relèvent de la Commission des affaires économiques. Nous avons à suivre les questions de prévention des risques industriels. Donc nous sommes déjà dans la complémentarité. Pourquoi voulez-vous casser cette complémentarité? Donc ça marche très bien. Donc gardons ces bonnes relations de travail au service de l'intérêt général. Et donc je vous demanderai presque, si j'osais, de retirer cet amendement. Puisque M. Schellenberger n'est pas là ce matin pour le présenter, vous pouvez, vous, de votre côté, le retirer. Et M. Le Seul est d'accord avec moi, en plus. Je vous remercie. Monsieur le Président de Commission, allez-y. Puis après, ce sera Monsieur le Ministre. Et puis après, ce sera le tour des orateurs. Oui, à ce moment important du débat, je pense qu'on ne peut pas enlever l'engagement du député Armand, passé par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, et sa volonté de porter l'intérêt de sa commission. Mais plus sérieusement, je pense que la véritable question, ça a été abordé par le rapporteur Fugit, c'est véritablement de se poser la question de qu'est-ce que la sûreté nucléaire, qu'est-ce que la radioprotection. Et donc dans ces deux cas-là, dans ces deux définitions, la vérité c'est que ça touche à un sujet qui est très important, qui est le sujet de la prévention des risques technologiques. Et la vérité c'est que, et ça vous ne me l'enlèverez pas, monsieur le député Armand, et la vérité c'est que sur ce sujet-là, c'est bien notre commission, la commission du développement durable et de l'aménagement du... Comptez sur nous, monsieur le député, parce que je vous sens un peu inquiet, pour bien entendu vous associer aux choix qui seront faits dans le futur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours revenir dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour porter vos idées. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Non mais, pour deux raisons, je m'interdirais de m'introduire dans ce débat, si je puis le dire ainsi. D'abord parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider la Commission des affaires économiques pendant 5 ans, et puis évidemment parce que le gouvernement ne s'immisce pas dans les affaires internes à l'Assemblée nationale. Donc avis de sagesse, Madame la Présidente. Je vous remercie. J'ai plusieurs demandes de parole. Madame Tigna. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je dirais qu'à l'origine, la DDAT, la Commission du développement durable et d'aménagement de territoire, et la Commission des affaires économiques ont eu des occasions de travailler ensemble. Avec la scission des deux commissions qui sont devenues aujourd'hui des commissions permanentes, il y a toujours eu des sujets de partage de responsabilités. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que la DDAT est beaucoup plus déséquilibré en termes de responsabilité, de projets de loi que la commission des affaires économiques, même si nous essayons de toujours concilier économie et écologie. Aujourd'hui, les enjeux liés à la préservation des risques et les enjeux liés au développement durable sont assez prégnants et nous pensons vraiment que cette nomination du futur président de l'ASNR revient logiquement à la Commission du développement durable. Cela dit, comme vous le savez, avec cette loi que nous votons, il y a toujours eu l'envie de travailler ensemble, aux côtés aussi de l'OPEX, parce que ce sont des sujets d'ordre scientifique, d'ordre écologique, mais aussi d'ordre économique. Donc, moi, je vous invite à ce que nous donnons cette responsabilité à la Commission du développement durable et que nous continuions à travailler en harmonie à l'Assemblée, tout comme au Sénat. Je vous remercie. Merci. Madame Batho.
Oui, jusqu'à une période récente, la sûreté nucléaire dépendait du ministère de l'écologie. Donc maintenant, dans les décrets d'attribution du gouvernement, c'est partagé entre plusieurs. Ça renvoie à un certain nombre de discussions que nous avons eues sur la suppression du grand ministère de l'écologie et de l'énergie. En ce qui concerne les commissions compétentes de l'Assemblée nationale, écoutez, on peut revenir à un schéma dans lequel il y a et l'IRSN et l'ASN, comme ça chaque commission permanente, est consultée. Après, bien que membre de la commission des affaires économiques à laquelle je suis très attachée, sur le fond, les arguments du rapporteur et du président de la commission du développement durable sont incontestables et correspondent à l'approche qui a prévalu en matière de sûreté nucléaire en France jusqu'à ce qu'elle soit remise en cause dans une période récente. Je vous remercie, Madame Steenbach-Ternoir. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, déjà, vous dire, collègues, que je trouve que c'est une forme de bataille de chiffonnier entre les deux commissions pour savoir à qui revient la nomination ne me paraît pas vraiment à la hauteur de la situation. Je vous rappelle qu'avec ce texte, on est en train de démanteler notre système de sûreté nucléaire. Mais par ailleurs, le fait que notre collègue Armand puisse faire cette proposition, finalement, ça dit beaucoup. Et ça montre que, en fait, avec ce texte, on n'est pas vraiment sur un texte qui traite de sûreté nucléaire, mais bien sur un texte qui vise à une production industrielle, à une relance nucléaire, à une production d'énergie avant tout. Et c'est pour ça que vous permettez donc de faire cette proposition de changement de statut en quelque sorte, enfin de commission responsable. Et c'est également pour ça qu'aujourd'hui, au banc des ministres, nous avons le ministre Lescure et non pas le ministre Béchu, comme ça devrait être le cas si nous étions vraiment sur des questions de sûreté nucléaire. C'est le cas depuis le début des débats. Donc, non, mais vraiment, je dis ça très sérieusement, ça montre bien qu'il y a une dérive à travers ce texte et qu'on parle vraiment de production nucléaire, de production d'énergie, en gros d'intérêt économique et industriel avant de parler de sûreté nucléaire. Et c'est tout le sens de votre texte. Je vous remercie. Donc cet amendement divise un peu, je prends un peu plus d'orateurs. Monsieur Le Seul, il y aura après Monsieur le rapporteur, puis nous procéderons. Oui, très brièvement, Madame la Présidente. Je pense qu'effectivement, c'est un très mauvais signal que vous donnez là, Monsieur le rapporteur Armand. Vous ne pouvez pas donner l'impression sur un texte qui parle de gouvernance de sûreté, donner l'impression que finalement, c'est un texte d'arbitrage industriel. Et donc, vous auriez, je pense, la sagesse de retirer votre amendement. Ça éviterait à votre majorité d'avoir à trancher. Je vous remercie. Monsieur Armand, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'on avait un débat de qualité jusqu'à il y a quelques minutes. Non, mais franchement, d'abord, premièrement, je ne me permets pas de faire des propositions. Je rétablis le texte initial. Je ne sais pas si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit au début. Je paierai quand même de souligner. Deuxièmement, vous allez m'expliquer, cher collègue Le Seul, en quoi ce serait un risque majeur que d'affreux commissaires des affaires économiques se prononcent sur la sûreté nucléaire et en quoi ce serait un risque supplémentaire. Vous pouvez avoir du respect pour les collègues. Je crois que vous êtes vous-même membre de la commission. Donc, je pense qu'il faut garder un tout petit peu de recul sur cette question. Si la commission du développement durable, in fine, au moment du vote du texte, est compétente, ce ne sera pas plus problématique que si c'est la commission des affaires économiques. Et je rejoins ce qui a été dit sur ce ne sont pas des batailles, les répartitions de compétences qui dépendent du règlement intérieur, qui d'ailleurs sur ce point peut-être mériterait d'être précisé. Donc je maintiens l'amendement. Je vous remercie. Donc je mets aux voix cet amendement qui recueille un avis défavorable de la commission, un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Donc je mets aux voix l'article 14. Qui est pour l'article 14? Qui est contre? C'est adopté. Nous poursuivons avec l'article 15 avec un amendement de suppression, le 28 mais qui n'est pas défendu. Nous poursuivons avec une discussion commune de 264. Madame Batho. Si vous voulez bien, Madame la Présidente, je vais présenter les trois amendements en même temps. Et par contre, je vais les présenter de façon concise et peut-être je demanderai à pouvoir réintervenir dans la discussion parce que c'est un point très important qui concerne la question de la date d'entrée en vigueur, pas simplement du texte, mais du démantèlement de l'IRSN et de son rapprochement d'une partie avec l'ASN. La date qui est dans le texte, c'est le 1er janvier 2025.
elle paraît complètement irréaliste et elle paraît dangereuse et un facteur de déstabilisation supplémentaire dans le fait de procéder à cette réorganisation de façon extrêmement tendue, extrêmement stressante. Donc les 3 amendements du groupe écologiste proposaient d'autres délais. Certainement que le rapporteur et le gouvernement vont considérer nos propositions comme trop lointaines, mais le sens de ces amendements, c'est vraiment de vous alerter, de vous interpeller sur le fait que le 1er janvier 2025, c'est carrément pas sérieux et il faut examiner avec lucidité les dangers qu'il y a à procéder à cette réorganisation au pas de charge. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Donc sur les 3 amendements également. Ah pardon, excusez-moi. Pardon, discussion commune. Excusez-moi. Nous poursuivons donc avec les amendements identiques. Le 127, monsieur Le Seul peut-être. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement va complètement dans le même sens que ce qui vient d'être très bien défendu par notre collègue Batho. Nous proposons de repousser, bien sûr, cette date d'application et en tout cas de mise en œuvre de cette fusion, non pas au 1er janvier 2025 comme vous le souhaitez, mais nous proposons au 1er janvier 2027. Ça a été dit, la date nous apparaît totalement irréaliste et plus qu'irréaliste, elle nous apparaît dangereuse. Dangereuse d'un point de vue social, bien évidemment, puisque jusqu'à présent, vous avez à marche forcée avancé sur cette réforme contre l'avis de l'ensemble des salariés, des intersyndicaux, c'est-à-dire contre l'avis de vos interlocuteurs au sein de ces 2 institutions, ces 3 institutions d'ailleurs avec le CEA. Et donc c'est dangereux parce que vous avez déstabilisé l'ensemble des salariés, mais c'est dangereux aussi parce que finalement, avec votre réforme à marche forcée, vous déstabilisez l'ensemble de l'écosystème de contrôle, d'examen et de sûreté. Et donc, vous prenez un risque, non pas uniquement pour les salariés à qui je rends hommage, mais vous prenez un risque pour l'ensemble de la confiance que les citoyens peuvent avoir dans le système de sécurité que vous mettez à mal. Et donc, pour ce faire, bien que nous soyons opposés à cette réforme, si vous la mettez en œuvre, si vous obtenez le vote mardi prochain, eh bien nous vous demandons très solennellement de repousser son application au 1er janvier 2027. Je vous remercie. Amendement numéro 142 qui n'est pas défendu. Amendement numéro 181 qui n'est pas défendu non plus. Amendement numéro 318 qui n'est pas défendu. Amendement numéro 276, monsieur Dragon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. On aurait pu aussi reporter la fusion dans un siècle. Je vois des amendements qui parlent de 2031. Il faut être sérieux, mais néanmoins, il faut être responsable. Et gouverner, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, c'est prévoir. Et la prévoyance exige qu'en cas de retard éventuel dans la mise en œuvre de cette réforme, on pourrait la décaler de 6 mois au 1er juillet de l'année prochaine. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Donc, votre avis, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Alors c'est un sujet que nous avions en effet déjà abordé en commission. C'est aussi un sujet sur lequel, quand on a travaillé avec le co-rapporteur Stéphane Piednoir, président de l'OPEX, sénateur, que nous avions aussi abordé dans le cadre des travaux de l'OPEX. Et ce que nous avons regardé aussi à l'époque, c'est le fait que si on fait cette réforme, c'est parce qu'on a, on le sait, enfin on a la volonté, comme vous le savez, qu'on ne partage pas tous, d'avoir une autorité plus attractive, plus intégrée et à laquelle il va falloir, et il faut d'ores et déjà donner plus de moyens, et il faudra donner plus de moyens et compter sur notre suivi pour qu'on soit exigeant, Monsieur le Ministre, vis-à-vis du gouvernement sur le fait de faire en sorte que ces moyens soient bien là assez rapidement et dans les années qui viennent, bien entendu. Et cette montée en charge de l'activité donc autour de la relance du nucléaire, elle va être de plus en plus importante donc dans les années qui viennent et notamment, je pense à 2026, 2027, etc.
Et donc nous avions écrit, et je vous lis ce que nous avions écrit, qu'il convient de veiller à respecter un calendrier resserré de mise en œuvre de la réforme qui devrait idéalement avoir abouti d'ici fin 2024. Nous l'avions écrit donc en juillet 2023. Alors vous pourriez me dire, mais depuis, ça n'est rien passé, si ce n'est que depuis, il y a eu quand même ce que nous faisons aujourd'hui qui est en train, je l'espère, d'aboutir, donc un débat autour du projet de loi. Et il y a eu toute une démarche, et dans la démarche, il y a eu aussi les 12 groupes de travail qui ont commencé à réfléchir à comment on pouvait rapprocher donc les deux entités. Ces groupes de travail, vous l'avez d'ailleurs tous dit, on l'a tous dit, on le sait très bien, ils ont bien travaillé à un certain moment, et à un moment donné, il y a un peu de friction, pour une raison simple et assez naturelle. C'est qu'en fait, ils ont besoin de savoir où on va. Et le savoir où on va définitivement, c'est la loi qui doit le trancher. Est-ce que ce projet de loi va être adopté ou pas? Et donc, c'est assez logique et c'est assez humain, bien entendu. Ce que je pense, moi, c'est que quand vous nous indiquez que sur les questions sociales, c'est dangereux, il y a des risques, etc., je pense sincèrement que dans le projet de loi, on prend quand même beaucoup de précautions. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure sur l'article 11 bis. Il y a beaucoup de précautions et comment dirais-je, de situations transitoires qui sont abordées par le texte. Et je ne vois pas vraiment, avec le suivi en plus que le Parlement va pouvoir exercer, en quoi il y aura autant de difficultés que vous le soulignez. Je pense au contraire que on sort d'une période, on est dans une période d'incertitude sur ce sujet, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, dire le contraire serait justement malhonnête. Et donc justement, je pense qu'il faut trancher cette période d'incertitude. Et puis, il va y avoir, monsieur le ministre s'y est engagé l'autre jour lors du discours de politique générale, si je me souviens bien, lundi, avoir un préfigurateur nommé assez rapidement, l'histoire du rapport dès le mois de juillet, et les 12 groupes de travail vont pouvoir enclencher la mécanique qui a été lancée depuis plusieurs mois. Et donc moi, je pense qu'au contraire, il faut aller relativement vite, et évidemment que tout ne sera pas définitivement calé au 1er janvier 2025. Ce serait pas très sérieux de faire croire le contraire. En revanche, l'essentiel sera mis en œuvre, et l'essentiel, c'est qu'on puisse faire fonctionner donc l'autorité, et surtout que les travaux de suivi des différents dossiers qui sont de plus en plus importants en matière de sûreté nucléaire puissent se réaliser donc dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle je donnerai un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements. Il y a beaucoup de dates un petit peu différentes qui ont été proposées. Parfois, c'est avec un spectre très large. On a vu déjà en commission encore un spectre encore plus large. Donc voilà, je ne sais pas si monsieur le ministre apportera des précisions sur l'organisation, mais toujours est-il que de notre côté, au niveau de la commission, nous avons repoussé l'ensemble de ces amendements une première fois. Et donc je vous propose de le faire à nouveau aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Rappelez que une des raisons essentielles pour lesquelles nous avons proposé à l'Assemblée nationale de voter ce rapprochement, c'est l'accélération des dossiers et l'amplification des dossiers. On les a évoqués évidemment, EPR2, SMR, CIGEO aussi, qui seront essentiellement, je dirais, en cours dans les années 26 et 27. Et donc nous suggérons effectivement de mettre en œuvre de manière effective cette fusion au 1er janvier 2025 et nous le reconnaissons évidemment que cette année 2025, même si elle va se traduire par des opérations opérationnelles, comme c'est le cas en 2024, en 2023, en 2022 et comme ce sera le cas dans les années suivantes, qu'on ait quand même cette année pour que ce soit une année de mise en place avant une accélération significative des dossiers dans les années suivantes. Est-ce que ça veut dire que le monde s'arrête au 1er janvier 2025 et que d'un seul coup, tout en place alors qu'il ne s'est rien passé avant et qu'il ne se passera plus rien avant? Évidemment non. Si cette loi est votée, il y a déjà des choses qui vont se passer même avant le 1er janvier 2025. Les dispositions concernant les augmentations de rémunération seront mises en place avant 2025. Les discussions sur le règlement intérieur seront mises en place avant 2025. Les discussions des instances que vous avez votées tout à l'heure sur le fait qu'elles vont devoir donner un avis de manière, je dirais, séparée sur le règlement intérieur, tout ça, ça se passera avant 2025. Il y a des choses qui se passeront après le 1er janvier 2025, comme notamment la renégociation des accords et la mise en place des instances sociales. Donc, il est important pour nous, effectivement, qu'une fois que cette loi soit votée, on mette le paquet sur ce que vous avez appelé la préfiguration, qu'on nomme un préfigurateur, une préfiguratrice, qu'on reprenne les groupes de travail de manière plus opérationnelle encore et orientée vers l'organisation dès le 1er janvier 2025, qu'on lève toutes les incertitudes dont je reconnais qu'aujourd'hui, elles ont tendance à affecter les travaux de préfiguration et qu'on se mette au travail de manière extrêmement déterminée pour qu'au 1er janvier 2025, on puisse mettre tout ça en œuvre. Donc, avis défavorable sur tous ces amendements. Et je précise à M. Dragon que l'amendement qui consistera à décaler la mise en œuvre de 6 mois
compliquerait singulièrement les choses, parce qu'on est dans des organismes budgétaires dans lesquels le budget est voté annuellement par le Parlement, et donc faire une fusion en milieu d'année, vraiment, je pense que ça serait compliqué. Donc je suggère le retrait de cet amendement, et en tout cas je suis défavorable à tous les amendements qui visent à repousser cette date. Allons-y, votons cette loi et au travail. Je vous remercie, Monsieur Le Seul. Oui, je vous ai, Madame Baton. Allez-y. Merci Madame la Présidente. On voit bien à travers les arguments défendus que c'est la logique industrielle, d'accélération industrielle qui prévaut absolument dans votre réflexion, et je ne peux pas la partager, même si, je vous l'ai dit depuis le départ, je comprends, et non seulement je comprends, mais je trouve que cela extrêmement sain que nous puissions nous interroger sur la gouvernance de notre sûreté nucléaire qui, comme toute organisation, doit être réinterrogée régulièrement pour savoir si c'est le bon système et s'il y a des améliorations à faire. Vous nous avez évoqué les groupes de travail, nous avons évoqué les groupes de travail. Nous n'avons pas de bilan aujourd'hui sur la réalité du travail, sur les préconclusions, sur l'avancée de ces groupes. On sait qu'il y en a 12, mais on sait qu'il y en a parmi les 12 plusieurs qui ne fonctionnent pas. Et donc, nous ne sommes pas rassurés par votre propos. Et puis, par ailleurs, Monsieur le ministre, ça a été aussi évoqué par le rapporteur, vous parlez de préfigurateurs. Juste une question, et si vous voulez bien nous répondre. Vous avez parlé, j'espère à juste raison, de préfigurateurs ou de préfiguratrices. C'est-à-dire que c'est bien une personne et pas un collectif? Je vous remercie. Madame Bateau. Oui, merci Madame la Présidente. Plusieurs remarques. D'abord, Monsieur le Ministre, tous les dossiers que vous avez évoqués, ils sont déjà en cours. Donc, on n'est pas dans un monde où aujourd'hui, il n'y aurait pas de travail sur un certain nombre de dossiers que vous avez évoqués. Et puis, au 1er janvier prochain, le travail sur votre PR2, les SMR, etc. pourrait démarrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est en mars, l'examen du texte n'est pas fini, il n'y a pas de préfigurateur, les salariés sont vent debout. Et en fait, de dire c'est au 1er janvier prochain, coûte que coûte, etc., pardon, mais il y a un peu une dimension Margaret Thatcher qui veut à tout prix casser les salariés. Il y a une dimension de risques psychosociaux dans la date du 1er janvier prochain qui est sérieuse. Et il y a une dimension de risque de paralysie du travail quotidien de la sûreté nucléaire qui est sérieuse aussi. Toutes les auditions, toutes les personnes qui ont été auditionnées, enfin peut-être 60 ou 70% de celles et ceux qui ont été auditionnés ne trouvent pas réaliste, c'est un problème de réalisme, la date du 1er janvier prochain, avec aujourd'hui des logiciels différents, etc. Enfin, très honnêtement, je pense que c'est un point sur lequel vous pourriez entendre raison de dire il faut que ça se passe le moins mal possible. Et donc, on ne va pas modifier l'organisation des choses au pas de charge, de façon brutale, avec des conséquences graves potentiellement sur la santé des salariés. Merci, Monsieur Dragon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Alors Monsieur le Ministre, j'entends parfaitement ce que vous avez dit, mais c'est pas cet amendement n'empêche pas la fusion. C'est une sécurisation en fait. Il peut y avoir tout un tas de problèmes qui peuvent échapper au système du fait qu'on va relancer les deux entités en une. Je pense d'ailleurs à des problèmes qui peuvent être des problèmes informatiques, hein, parce que je crois que l'IRSN et l'ASN, d'après ce qu'ils nous ont dit, ne sont pas tout à fait calés sur les mêmes logiciels, notamment dans le traitement des salaires ou de tout un tas d'autres choses. Et il est déjà arrivé dans notre pays que des réformes soient mises en œuvre avec une date précise et que la date a dû être décalée dans le temps. J'ai en mémoire, je me souviens, l'histoire du prélèvement à la source sur les impôts ou des choses comme ça. C'est une simple sécurisation de la fusion des deux organismes au plus tard le 1er juillet 2025. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Je mets donc aux voix l'amendement 264 qui recueille un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement 265, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Amendement 266, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté.
la série d'amendements identiques, d'où l'avis défavorable, qui est pour, qui est contre, c'est rejeté. Et enfin, le 276, double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, c'est rejeté. Nous poursuivons avec le 272. Il est retiré, le 272. Donc je vais donc mettre aux voix l'article 15. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Nous poursuivons avec l'amendement numéro 293. En rédactionnel, Madame la Présidente. Je vous remercie. Votre avis, Monsieur le ministre? Je vous remercie. Je vais donc aux voix l'amendement rédactionnel 293 qui recueille un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Amendement numéro 146 qui n'est pas défendu. L'amendement numéro 238. Monsieur Dragon, allez-y. Merci Madame la Présidente. Alors l'objectif de cet amendement est de compléter la demande de rapport en faisant une comparaison avec le système de sûreté et de radioprotection d'autres pays. Après une décennie de ralentissement, le nucléaire civil connaît en effet un nouvel essor à travers le monde parce que c'est une énergie décarbonée et beaucoup de spécialistes, notamment du climat, l'ont compris. Il serait intéressant de comparer le système français de sûreté et de radioprotection avec celui d'autres pays afin de disposer de plus de recul et de comprendre où et comment gagner du temps. Alors, nous disposons actuellement d'un des systèmes les plus stricts et les plus rigoureux du monde. Si nous pouvons nous en féliciter, nous devons aussi chercher à le faire évoluer vers un modèle plus efficace, si cela s'avère possible. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, s'il vous plaît, sur le 238. Merci Madame la Présidente. Alors, juste peut-être pour dire à Monsieur Dragon que l'article 15 bis que nous avons introduit donc en commission sur le suivi, donc sur la base d'un amendement que vous avez proposé, c'est un suivi, c'est des rapports, des travaux, notamment de l'OPEX, etc., donc sur le suivi de la réforme. Vous, le rapport que vous demandez, c'est une comparaison internationale. Alors, sachez que si vous voulez avoir cette comparaison très détaillée, en fait, elle existe dans le rapport qui sort des travaux de la commission du Sénat, donc sous l'autorité du rapporteur Pascal Martin. Et ce rapport, il date du 31 janvier dernier. Et vous avez à l'intérieur justement ce que vous demandez, donc à savoir que vous souhaitez donc une comparaison internationale avec 4 pays. Vous avez le Japon, la Finlande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Je ne voulais pas, à un jour de France-Angleterre, vous inciter à lire quelque chose sur le Royaume-Uni, mais simplement vous dire que ça existe déjà. Et donc votre amendement, il est pour moi satisfait. Donc c'est une demande de retrait, sinon ce sera un avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Même avis, Monsieur Dragon. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur. Il est retiré. Nous poursuivons avec le 267. Madame Bateau, le 267. Défendu, je vous remercie. Votre avis? Défavorable. Merci. Même avis. Je mets aux voix cet amendement 267 qui recueille un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? C'est rejeté. Nous poursuivons avec le vote de l'article 15 bis qui est pour, qui est contre, c'est adopté. Sur le vote de l'amendement 329, je suis ici par vous prenez